Quels sont les ressorts de l'aveuglement des intellectuels français devant le totalitarisme? Si aimer, c'est croire sans preuve, peut-on croire malgré les preuves, croire contre les preuves? Oui, cela s'appelle la passion. L'utopie communiste est-elle une passion française? Un cas, Jean-Paul Sartre. Ou plutôt un mystère à élucider et une question. Comment, d'une même œuvre, peuvent se réclamer à la fois des staliniens, des terroristes, des défenseurs de la liberté et des amoureux des mots? Je vous présente mes invités. Jean-François Revel, vous publiez un nouvel ouvrage, La Grande Parade, essai sur la survie de l'utopie socialiste chez Plon. François Ourmand, vous enseignez les sciences politiques à l'université d'Angers. Vous nous proposez un essai au pays de l'avenir radieux, sous-titre « Voyage » au pluriel, des intellectuels français en URSS, à Cuba et en Chine populaire, chez Aubier, dans la collection historique. Bernard-Henri Lévy, vous nous proposez Le siècle de Sartre, une enquête philosophique, mais c'est peut-être plus que cela encore, chez Grasset. Alors aujourd'hui donc pas de lecteur, ou plutôt si, car chacun de vous sera le lecteur aussi des deux autres. Question, alors elle est énorme, béante, quels sont les ressorts, les causes de l'aveuglement des intellectuels devant le totalitarisme? C'est une question que vous posez tous les trois dans vos livres et devant laquelle vous formulez des hypothèses. Pourquoi tant de beaux esprits ont-ils écrit tant de niaiseries sur le sujet, tout en persévérant dans l'erreur? Comment expliquer la postérité, voire la résurgence de cette utopie totalitaire qui peut aujourd'hui prendre de nouvelles formes? Rapidement, Jean-François Revel. Je crois que les intellectuels, naturellement, c'est leur fonction, construisent une théorie, un système interprétatif, et ensuite ils y sont tellement attachés qu'il leur est très difficile de s'en déprendre. Et malgré des démentis que les faits peuvent infliger à leur interprétation, ils ont tellement investi qu'il est très douloureux de changer d'avis. Orwell l'a dit, un ouvrier peut changer d'avis parce qu'il s'aperçoit que le socialisme ne marche pas. Pour l'intellectuel, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je crois que les intellectuels se trompent pour les mêmes raisons que les gens qui ne sont pas estampillés intellectuels. Je crois, autrement dit, que le fait d'avoir... Les ressorts sont les mêmes. Les ressorts sont les mêmes, oui. C'est ce que disait un grand philosophe, Spinoza. Il disait le philosophe, comme l'homme ordinaire, voit le soleil gros comme le poing. Et en effet, ça veut dire que face à la réalité, les ressorts fondamentaux, les passions, les désirs sont du même ordre. Alors, parce que moi j'ai un cas, en effet, sur lequel j'ai un peu travaillé, qui dément un peu la thèse de Jean-François Revel, c'est-à-dire Sartre, ça n'est pas par entêtement théorique qu'il s'est trompé. Au contraire, il a fabriqué une théorie qui était plutôt libérale et libératrice, et il a démenti sa propre théorie pour aller dire un nombre incalculable de bêtises sur l'URSS, Cuba, etc. Alors, Jean-François Revel, il n'est donc pas mort, le communisme, depuis la chute du mur de Berlin en 89 et l'effondrement du bloc soviétique en 91. Non, c'est l'idéologie qui n'est pas morte, n'est-ce pas? La réalité est morte. Mais les idéologies ont une capacité de survivre très longtemps à la réalité politique à laquelle elles correspondaient. N'oublions pas, en 1939, il y avait encore en France, 150 ans après la Révolution française, un parti royaliste extrêmement actif et qui n'avait pas une grande importance politique, il n'y avait pas un parti très fort, mais il avait une presse extrêmement influente et il jouait un rôle dans la vie intellectuelle française que l'on peut déplorer, mais qui était considérable. Or, ce qui m'a intéressé, puisque je traite essentiellement les 10 années qui se sont écoulées... Oui, c'est la décennie 90-2000. Oui, c'est 90-2000, n'est-ce pas? C'est pourquoi a-t-on, ou n'a-t-on pas, et dans quelle mesure a-t-on, et dans quelle mesure n'a-t-on pas tiré les enseignements de l'effondrement du communisme, à la fois sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan culturel, et également les enseignements de la découverte de ces crimes, disons plus exactement d'une meilleure connaissance de ces crimes, amélioration de la connaissance qui est provenue en particulier de l'ouverture de certaines archives. Comment se fait-il qu'il y a eu une sorte de résistance extraordinaire alors qu'il n'y a plus d'enjeu politique concret? En 1990, me référant à un article d'un nommé Ivan Frolov, conseiller de Gorbatchev, j'extrayais de ce texte cette perle. Lénine reste une valeur impérissable. Je répondais, Monsieur Frolov devrait savoir qu'une telle affirmation ne peut aujourd'hui déchaîner en Occident que l'hilarité. Je n'oserais plus écrire cette phrase aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu... Vraiment Absolument, non. Il y a eu une contre-offensive qui est assez curieuse, parce que, d'une manière générale, les gouvernements de gauche, là où ils existent, et en particulier ce qu'on appelle l'Europe rose, c'est-à-dire un socialisme très modéré, disons plutôt, qui a abandonné les principes fondamentaux du socialisme, c'est-à-dire les principes
de la collectivisation des moyens de production et d'échange, et qui, dans la pratique, évolue vers les privatisations, les libéralisations, la liberté des échanges internationaux, etc. Mais sur le plan idéologique, il y a eu une formidable contre-offensive, où on nous explique, bizarrement, que le grand vaincu du XXe siècle, c'est le libéralisme. Moi, j'avais vaguement cru comprendre, en étudiant l'histoire du XXe siècle, que les économies collectivistes n'avaient entraîné que des catastrophes et des millions de morts de famine, que ce soit dans les pays officiellement communistes ou dans ceux qui, comme beaucoup de pays africains, avaient appliqué des recettes imitées de l'Union soviétique ou de la Chine. Eh bien, il paraît que non, que c'est pas la grande leçon, c'est pas ça, c'est l'échec du libéralisme. Ce que vous dites en gros, c'est, si je vous ai bien lu, c'est le communisme règne d'autant mieux dans les têtes qu'il a disparu dans les faits, et il subsiste, et même il renaît dans les habitudes mentales de la gauche, dans le déni de l'immensité des crimes. Bon, au fond, votre cible, ce sont à la fois les intellectuels de gauche, mais pas tous, et les socialistes. Pas tous, non, bien bon. sûr, mais enfin, en gros, quand même, ce sont plutôt les intellectuels. C'est ce que je me suis appuyé sur ce que je lisais au cours de ces 10 années, n'est-ce pas? Ce livre est finalement... Ah oui, c'est à la fois... est appuyé sur entre le quelques document milliers et de coupures le... de presse, n'est-ce pas? Bernard Lévy. Non, oui, non, pardon. Non, j'aimerais que vous réagissiez. Non, oui. moi je crois que, enfin, il arrive à Jean-François d'être peut-être trop sévère, mais là où je crois il a très profondément raison, c'est d'abord sur la critique du libéralisme. C'est vrai que c'est une des tendances lourdes du XXe siècle et que ça ne s'est pas arrangé et qu'au contraire, d'une certaine manière, ça s'accentue. Parmi les pages les plus fortes de ce livre, il y a, je crois, ces pages où il montre que, de nouveau, avec acharnement, il se trouve de brillants esprits pour nous dire que le libéralisme est une forme raffinée de totalitarisme, qui est une vieille histoire. C'est les communismes et c'est les fascismes du XXe siècle qui n'ont cessé de dire cela. La deuxième chose que je crois juste, c'est qu'en effet, on pouvait s'imaginer que la disparition du goulag et de l'Union soviétique soit une mauvaise nouvelle pour la pensée communiste. Mais c'est probablement l'inverse, parce que l'existence même des crimes du communisme sous les yeux de chacun fonctionnait comme une sorte d'avertissement ou de preuve à contrario, ou de preuve même de l'horreur de la pensée. Aujourd'hui, que ces preuves-là ont disparu, en effet, l'utopie peut renaître. L'utopie peut renaître avec une espèce d'innocence nouvelle. Tout de même, est-ce que tout de même aujourd'hui l'ultralibéralisme, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, Jean-François Revel, est-ce que tout de même l'ultralibéralisme ne fait pas plus de ravages que l'utopie? Où est le cynisme aujourd'hui? Est-ce que, je ne sais pas, pardonnez-moi, la marée noire en Bretagne, les licenciements, c'est pas un effet de l'utopie? Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Bien sûr, il y a des crimes du libéralisme, la marée noire, Elf Total, etc. Le procès est instruit. Mais d'abord, il y a des choses en effet dans le livre qui prouvent que les choses ne sont pas si simples. Mais surtout, ce qui n'est pas tolérable, c'est la confusion de tous les crimes dans une espèce de grand tout indifférencié. De même que je crois qu'il faut penser à la fois la ressemblance et la différence. Et là, c'est sûrement un point de désaccord ou de débat entre Revel et moi. Je pense qu'il faut penser la ressemblance, mais aussi la différence entre le nazisme et le communisme. C'est pas pareil, même s'il y a bien entendu des traits communs. De même, quels que soient les crimes du libéralisme, quels que soient les désastres qu'il peut produire, pas seulement écologiques, je pense qu'il est monstrueux de comparer cela au stalinisme et encore plus au nazisme. C'est proprement monstrueux, c'est imbécile et monstrueux. Dans l'enfer libéral américain, aucun navire ne peut pénétrer dans les eaux territoriales américaines sans s'être arrêté. Il y a des inspecteurs qui montent à bord. Si le navire n'a pas une double coque et qu'on n'a pas vérifié la cargaison, il fait demi-tour. Bon. L'État faible des États-Unis, n'est-ce pas, a joué son rôle. L'État fort, qui fait la gloire de la France, n'a jamais intervenu. On parle des navires qui dégazent en mer, ça a toujours existé. Mes amis les marins bretons me disent que c'est permanent, et tout le monde le sait, bon, les autorités. Quand il y a un accident de chemin de fer en Angleterre, depuis la privatisation, on dit « Ah, c'est le libéralisme ». Quand il y a deux trains qui se télescopent en Norvège où les trains sont nationalisés, on ne dit pas « Ah, ce sont les nationalisations », parce qu'à ce moment-là, les accidents de chemin de fer qui ont lieu en France, il y en a eu qui ont fait des centaines de morts, encore en 88. Alors c'est Léon Blum qui est responsable, parce qu'il a nationalisé les chemins de fer en 38. Voyons, c'est pas sérieux. Oui, vous dites très bien, en France, on ne supporte pas les inégalités, sauf quand elles sont octroyées par l'État. Là, tout d'un coup, ça les légitime. Alors, deuxièmement, j'insiste très souvent sur une profonde différence entre nazisme et communisme. Oui. Et la distinction étant la suivante, que le nazisme est ce que j'appelle un totalitarisme direct, où d'entrée de jeu,
le futur despote annonce ce qu'il va faire, qu'il va supprimer les libertés, qu'il va persécuter les juifs, qu'il va interdire la liberté de la presse, etc. Et que le communisme est ce que j'appelle un totalitarisme médiatisé par l'utopie, et qui est encore plus pervers parce qu'il fait le contraire de ce qu'il a programmé. Et donc, il piège des quantités de braves gens. On pourrait dire le nazisme tient ses promesses, le communisme ne les tient pas. Mais je dis, malgré cette différence essentielle qui fait qu'on peut admettre que beaucoup de gens se sont trompés de bonne foi en adhérant au communisme, encore qu'ils aient ensuite fait preuve d'une certaine capacité de résistance à l'information, dont nous parlerons tout à l'heure, souvent un peu inquiétante, enfin disons, admettons, au contraire, ce n'est pas le cas pour un type qui a adhéré au principe nazi au départ. Seulement, je réclame le droit que, quand on compare les victimes, les méthodes, les camps de concentration, le nombre de millions de morts, il y a quand même une comptabilité. Quand on est tué, et la raison pour laquelle on l'est finit par être un argument relativement secondaire. C'est tout ce que je... De Revel, vous diriez quoi? Vous diriez un Quichotte qui pourchasse les vieux spectres d'un communisme défunt, ou un observateur isolé et courageux, dont l'accent polémique, qui est évident dans ce livre, ne masque pas la pertinence, parce que c'est vrai que... je crois qu'il n'est pas isolé, parce qu'il a... Courageux, oui, courageux. Il est quand même à rebours de la tendance de... Isolé grâce au ciel, non. Et non, je crois surtout que c'est un esprit libre qui traque, en effet, les persistances de la deuxième grande idéologie criminelle du XXe siècle. Et c'est vrai, tout à l'heure, je disais que la preuve par le goulag avait disparu. Mais il y a autre chose que je voudrais dire. Oui. En commençant, on parlait des ressorts, de l'aveuglement. Et en effet, je crois qu'à l'origine de ça, à l'origine de l'aveuglement totalitaire, et notamment communiste, il y a des passions simples et qui sont plutôt des passions sympathiques. Les gens n'ont jamais voté pour le goulag, ils n'ont jamais voté pour le despotisme, ils n'ont jamais aimé la terreur. Ils aimaient des choses bien plus sympathiques que ça. Ils aimaient par exemple l'idée d'une société pure. La pureté, qui est une passion en tant que telle extraordinairement sympathique. Ils aimaient l'idée de la jeunesse. On voit ça dans les récits de voyage. La jeunesse du monde, un monde régénéré, des jeunes titans qui montaient à l'assaut du ciel soviétique, apologie de la jeunesse, passion archi-sympathique. Ils aimaient l'idée de la nouveauté, un monde nouveau. De la radicalité. Ou de la radicalité, la rupture. Quoi de plus sympathique que la radicalité et la rupture? Donc ce que je veux dire, c'est que le totalitarisme, et c'est pour ça qu'on ne saurait pas être trop vigilant, il repose sur des espèces de nombres premiers, de passions élémentaires, qui sont d'abord de tous les temps, qui sont d'une vigueur extraordinaire et qui sont en tant que telles extraordinairement sympathiques. Faites un sondage dans la rue, demandez aux gens, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous pensez que la jeunesse est une vertu en soi? 90% des gens vous diront oui. Est-ce que vous pensez que la pureté vaut mieux que l'impureté? Beaucoup de gens vous diront, mais la pureté, rien de plus magnifique. Si vous mettez côte à côte la volonté de pureté, le juvénisme, la nouveauté à tout prix, la volonté de casser l'histoire, la conjonction de tout ça, ça donne non seulement la volonté, mais le culte de la jeunesse, le culte de la radicalité. Donc le totalitarisme, c'est une espèce de résultat monstrueux de passions qui, en tant que telles, qui sont donc l'alphabet noir du totalitarisme, et cet alphabet noir, il est séduisant, il est riant. Et c'est vrai que si on n'a pas perpétuellement rappelé devant nos esprits le résultat, la réalité finale qui est une horreur, eh bien le piège et la pente est assez facile à prendre, notamment pour les jeunes générations. Il y a des pages très intéressantes dans le dernier chapitre qui s'intitule « La haine du progrès », où là, Revel n'y va pas de main morte, puisqu'au fond, il montre que il y a une haine socialiste pour le progrès, alors que traditionnellement, le progrès était plutôt... Bon. Et il dit, le responsable, c'est Rousseau, l'inventeur du totalitarisme culturel. Et vous dites... Comme le note avec ironie Bertrand de Jouvenel, Rousseau a été loué depuis 2 siècles en tant que précurseur d'idées en complète opposition avec celles qui avaient été vraiment les siennes. Il préférait les champs plutôt que la ville, l'agriculture plutôt que le commerce, la simplicité plutôt que le luxe, la stabilité des mœurs plutôt que les nouveautés, l'égalité des citoyens dans une économie simple plutôt que leur inégalité dans une économie complexe. Et par-dessus tout, le traditionnalisme plutôt que le progrès. Et vous dites, parce que c'est vrai que alors, là c'est de l'analyse, puis parfois paf, il y a une phrase. La lettre à d'Alembert sur les spectacles préfigure le jdanovisme réaliste socialiste du temps de Staline et les œuvres révolutionnaires de l'Opéra de Pékin du temps où c'était Madame Mao Tse-tung qui le dirigeait. Oui, c'est vrai, c'est terrifiant. Les lettres à l'envers sur les spectacles seuls. Il considère le théâtre comme corrupteur, et comme pouvaient le faire les plus... Bossuet ou tous les théologiens du XVIIe qui condamnent les Racines, n'est-ce pas? Et finalement, les seules pièces de théâtre
qu'il juge digne d'être joué. C'est une espèce de fête de village, le jour des vendanges, de préférence en Suisse. Et d'autre part, il y a aussi ce qu'il dit à propos du moment du tremblement de terre de Lisbonne. Il dit s'il n'y avait pas de ville, oui, absolument, il y aurait moins de victimes. Oui, donc si ni Athènes, ni Rome, ni Florence... C'est presque du Tristan Bernard, ça. L'humanité se porterait mieux. Alors, je note, Jean-François Josselin, que tout n'est pas perdu et que page 149, vous confessez ne pas avoir totalement renoncé... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Jean-François Revel, pardon. Vous confessez ne pas avoir totalement renoncé à l'espoir de pouvoir un jour de nouveau appartenir à la gauche. Non, moi je considère que je n'ai jamais cessé d'y appartenir. C'est eux qui... Je considère que la première condition pour être de gauche, c'est de respecter la vérité. Donc, si ça c'est sacrifié, tout le reste devient de la tromperie, comme c'est passé, parce qu'on se sent le droit de justifier par des arguties à peu près n'importe quoi. À ce moment-là, tout est perdu. Et donc, par conséquent, je citais ça parce que j'avais été... C'est l'occasion de l'affaire Boudarel. Vous rendez hommage à Jospin, qui a une favorablement impressionné par une déclaration de Jospin. Et je dis, ben voilà, ça c'est la gauche que je respecte. Et si elle redevient comme ça, ipso facto, j'en serai de nouveau. Belle définition de l'idéologie. L'idéologie, c'est ce qui pense à votre place. Et puis sur le totalitarisme, alors évidemment il y a de nombreuses formules, sur le totalitarisme et l'attrait qu'il exerce, vous dites, et c'est la fin du livre qui est d'ailleurs très ouverte, vous dites c'est l'énigme de l'homme même, sans doute. Vous donnez tout d'un coup, vous dites la tentation totalitaire sous le masque du démon du bien est une constante de l'esprit humain. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes confronté, vous vous reconnaissez, on verra que c'est un petit peu dire le même. Comme Bernard Lévy devant Sartre, à la fin, il y a une énigme. Il y a le désir de servitude, Est-il certain, la Boétie aussi avait écrit quelque chose là-dessus qui était assez bien, et nous partons toujours de cette hypothèse datant du siècle des Lumières, que l'homme aime fondamentalement la liberté. Est-ce que tous les hommes aiment vraiment fondamentalement la liberté? Certains ne l'aiment pas parce qu'ils veulent exercer le despotisme, donc ça on les comprend. Mais certains ne l'aiment pas parce qu'ils veulent subir le despotisme. Alors ça c'est beaucoup plus mystérieux. Est-ce qu'il parle tant que ça, dans le Retour d'Urs, est-ce qu'il parle tant que ça des déportations, des camps, etc. Voilà. Non, alors, en effet, mais il montre qu'il n'est pas du... Le vrai problème... Quand on lui sert un repas, il est le seul à dire, mais attendez, tout le monde lui dit... Le vrai reproche que fait Gide à l'URSS de l'époque, c'est qu'elle ne ressemble pas à cette espèce d'image idéale, enchantée et romantique qu'il s'était faite. Le livre auquel répond le Retour de l'URSS, c'est Les nouvelles nourritures terrestres de Gide, qui était paru juste avant, qui était une réécriture des nourritures terrestres, mais à la prolétarienne, si j'ose dire, où Nathanaël s'appelait camarade, et où le vitalisme nietzschéen ou gidien, simplement des nourritures terrestres, devenait une espèce d'hymne à une force tellurique dont l'Union soviétique était porteuse. Et d'un seul coup, il se rend compte que ce monde de jeunes dieux qu'il avait imaginé étaient juste des petits bourgeois conformistes, lamentables, et que le vieil homme était toujours là. Donc c'est pour ça que c'est très... Enfin, c'est ce que j'essaie de raconter moi à propos de Gide. Oui, non, mais sur le cas Gide. Donc c'est compliqué aussi. C'est pas forcément une insurrection de la conscience face à l'horreur totalitaire et au non, bien sûr, mais simplement l'État, voilà. C'est le seul à garder un sens critique. Enfin, un des seuls à garder un sens critique. Jean-François Revel, sur le livre, d'une façon plus générale. Le livre, n'est-ce pas? Vous le citez d'ailleurs, pardon, je vous interromps, mais parmi ceux qui gardent leur lucidité, Ourmand vous rend hommage à propos de Simon Less. Je cite, Revel, contempteur de la tentation totalitaire, salua son talent. Donc il s'agit de Simon Less, qui avait été traîné dans la boue, le sinologue, donc à l'époque. Et vous dites, vous écrivez, Jean-François Revel, Simon Less, au milieu de cet océan de bêtises et d'escroqueries intellectuelles qui baignait les côtes poissonneuses de la maholatrie intéressée de l'Occident, nous a un jour fait parvenir le message de la lucidité et de la moralité. Vous étiez déjà un peu seul contre tous. Non, ce qui est très intéressant dans le livre de Ourmand, c'est de voir le caractère récurrent, n'est-ce pas, cette censure qui fonctionne, cette mécanique de l'oubli. Je dirais pas chaque génération, mais chaque quinquennat a sa ration d'auteurs lucides. Il y a eu Panaïtistrati, il y a eu Souvarine, il y a eu Gide, etc., et Köstler, et puis immédiatement tout est refoulé en Occident. C'est pas, il faut recommencer le travail à chaque génération. C'est là le phénomène, pour moi, qui fait partie des mystères que nous évoquions tout à l'heure et qu'a évoqué aussi Bernard. Je crois aussi que la maholatrie, c'est pas non plus tout à fait pareil. Je crois, dans les voyages en Chine, il y avait aussi une vraie curiosité
pour la culture chinoise. C'est cela. Oui, mais écoutez, il y a quand même ce les fait- passages, c'est vrai, Oui. mais bon, il y a l'inénarrable Machoki, pardon, parce que c'est cruel. Machoki, c'est page 107, où elle dit « Je constate une liberté d'expression quasi absolue et débordante de fantaisie, une intervention individuelle dans la vie publique pratiquement inconnue chez nous. » Elle s'est trompée, mais il y avait en même temps dans le livre, en effet, son reportage en Chine, il y avait aussi du... Non, il ne faut pas être non plus trop sévère. Et il y avait aussi du vrai reportage, il y avait aussi des... Alors en effet, elle avait été baladée, c'est l'effet village Potemkin, on lui avait fabriqué une Chine idéale où on l'a baladée comme une touriste, mais elle a vu des choses quand même. Ce livre n'était pas nul. Voilà, attendez, non, parce que quand même, là, je ne peux pas vous laisser dire ça quand même, Bernard-Henri Lévy. Mais si, parce qu'elle est nulle, vous avez raison aussi. Il y avait des choses qui étaient insupportables dans ce livre, et il y avait des choses qui témoignaient d'un vrai œil. Mais ce que montre très très bien François œil Ormand, c'est exote. comment à Cuba, l'idéologie s'allie à l'exotisme, les guérilleros, et en Chine, c'est le merveilleux, c'est l'effet de merveilleux, et elle tombe complètement. Voilà, je donne un exemple quand même qui est éclairant. Elle rencontre, c'est le témoignage donc, d'une petite jeune fille qui s'appelle Yen Nasha. Voilà ce qu'elle dit et dont elle rapporte le témoignage. Je m'appelle Yen Nasha, j'ai 16 ans. Quand j'avais 2 ans, j'étais sourde-muette. Liu Shaoxi ayant suivi une ligne révisionniste dans le domaine de la médecine, les grands hôpitaux n'étaient pas au service des paysans pauvres. Mao a envoyé les soldats de l'armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, jouez théâtral, je puis alors là, entendre et je peux crier vous mettez « Vive le le ton. président Mao ». Non, vous exagérez. Bernard, non, j'exagère. C'est pas Machoki qui parle, là, c'est la jeune... Bien sûr, mais elle rend ce témoin au premier degré. Et si c'était la réalité, et si vraiment il y avait, au moment du voyage de Machoki, des gens qui parlaient comme ça, et Alors, qui voyaient le monde évidemment, comme ça, c'est évidemment. intéressant de le reproduire. Évidemment, on croise Sartre. Alors, Sartre, aussi dupe que les autres, moins dupe que les autres? Aussi dupe que les autres, parce que, encore une fois, les mêmes passions étaient là. Sartre nourrissait ce rêve absurde, fou, et à l'arrivée criminelle, de fabriquer un homme nouveau et de voir se produire un homme de meilleure qualité. Chaque fois au XXe siècle qu'on a voulu produire un homme de meilleure qualité, que ce soit un prolétaire ou que ce soit un arien, l'idéologie prolète-arienne avec un Y, hein, prolétarienne, ça a toujours donné l'horreur. Bernard-Henri Lévy, le siècle de Sartre. Non pas un Sartre, mais, et c'est tout le projet de ce livre, tous les Sartres. L'homme, le philosophe, l'écrivain, dévisagé sans complaisance, débusqué, passé au crible, mais finalement, un hommage. Finalement, oui, finalement, un personnage... vous savez, moi, j'ai commencé ce livre sans... D'abord sans être sartrien, et je ne le suis toujours pas, et sans avoir une grande sympathie pour Sartre. Et il est vrai qu'au fil du livre, dans l'aventure du livre, je me suis pris à l'aimer et à le trouver en effet extrêmement sympathique, à travers tout ça, bien sûr, à travers les moments très grands, comme les moments d'égarement. Il y a Que vous les ne deux. méconnaissez pas, et au contraire, Non, vous... comment les méconnaîtrais-je? Bien sûr, Alors, ils sont là. bon, un Mais hommage. Sartre lui-même ne les méconnaissait pas, Bien Sartre sûr. le savait. Un hommage critique, et d'emblée une question que vous posez dans votre prologue, c'est la question que j'évoquais au début de l'émission. Comment d'une même œuvre pouvait se réclamer, c'est une question que vous posez au moment où vous travaillez sur le livre, vous dites, et qui vous motive, comment d'une même œuvre pouvait se réclamer de fiefs staliniens en même temps que d'authentiques résistants? Ça, c'est une question, c'est peut-être une énigme, mais... C'est une question que je me Alors, pose. plus même de 600 pages et 4 ans de travail, au moins. Est-ce que vous avez la réponse? Difficile de résumer en... Question posée non. comme ça, Oui. vous admettrez que la réponse soit un peu difficile à donner. Mais Est-ce que vous croyez avoir trouvé un ou des éléments de réponse à cette oui, des équivoque? éléments. C'est-à-dire qu'en effet, l'hypothèse centrale du livre, c'est que Sartre, c'est 2 âmes dans le même corps. Ouais. C'est que c'est 2 foyers, c'est comme deux foyers d'émissions radio très proches, mais très distincts. C'est comme un regard, c'est comme son regard au fond. Son regard à double foyer. C'est comme la baleine de Moby Dick qui avait 2 yeux si écartés, qui avait 2 visions du monde qui s'inscrivaient sur son cerveau. Donc je crois, moi, qu'il y a... C'est à la fois la grandeur, le charme et l'immense folie de ce personnage, c'est qu'il y a 2 Sartres en un. Il y a un Sartre rebelle, nietzschéen, individualiste, démocrate, et puis il y a un Sartre compagnon de route, totalitaire, qui tient des discours du genre de ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui vous touche plus que tout chez Sartre, c'est quoi? Est-ce que c'est sa désinvolture, sa prodigalité, le côté flambeur de fric et de concept, la force de la nature, l'appétit, la joie? Vous dites, j'ai cité parmi ses maîtres Céline, Joyce, Bergson, Hegel, Heidegger, il aurait fallu dire aussi la métrie, l'homme-machine selon la métrie, cet assemblage de ressorts, cette horloge surchauffée dont il est somme toute une assez bonne incarnation. Et qu'il puisse dire à une maîtresse, en retard à son rendez-vous,
je suis obligé de te prendre sur mon temps de travail. Parce que c'est le charme de ce livre, c'est que c'est un livre à la fois une enquête philosophique, mais c'est aussi enfin, on voit le Sartre vivant, le Sartre l'homme. Moi, ce qui m'attache le plus à Sartre, qu'est-ce qui vous touche le plus? Ce qui me touche le plus, c'est l'amour de la littérature. C'est cet homme qui, dans les pires moments où il est rongé, mangé par la politique, continue d'écrire son Flaubert. C'est ce type qui écrit dans les mots que la littérature est de la merde et qu'il faut y renoncer, que c'est une maladie dont il faut guérir, et qui continue quand même de faire de la littérature et laquelle. C'est ce Sartre, en effet, la maîtrise, cette machine à produire des mots, cette usine littéraire qui tourne à plein régime, cet homme qui se défonce la carcasse à coups de coridrane parce qu'il vaut mieux vivre 10 ans de moins et écrire la critique de la raison dialectique. Voilà, c'est un... Finalement, alors qu'il s'est voulu autre chose, il s'est voulu un révolutionnaire, il a écrit que la nausée ne faisait pas le poids à côté d'un enfant qui meurt de faim, etc., etc. N'empêche, c'est d'abord un immense, immense écrivain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée d'inachèvement? Vous insistez beaucoup là-dessus. Hein, vous citez Sartre disant « Ce qui me caractérise, c'est d'abandonner en cours de route la plupart de mes travaux ». Et vous dites de cet inachèvement sartrien, on est tenté de dire ce que disait Spinoza de l'infini, que le prétexte 1 n'y marque pas la privation, mais l'ouverture extrême, la richesse. Oui. Oui, c'est-à-dire que je pars de l'observation que tous les livres de Sartre, ça c'est une grande bizarrerie, il n'y a pas un texte de Sartre qui soit achevé. Que ce soit les textes de philosophie, que ce soit les romans, ces livres se finissent toujours sur une espèce d'ouverture et de programme, hein, donc des livres inachevés. Alors je m'interroge là-dessus. Il y a plusieurs choses, il y a une sorte de stratégie très Sherazade. Ne m'exécutez pas, monsieur le bourreau étant le critique, la suite est encore à venir, le meilleur est pour demain. C'est la fin de L'être et le néant. C'est la fin de L'être et le néant, c'est la fin de la critique dialectique, c'est la fin du Flaubert. Il n'a jamais écrit le gros tome qui devait venir sur Madame Bovary. Et puis il y a autre chose, je crois qu'il y a cette espèce d'inachèvement consubstantiel qui était lui. Il était une âme compliquée, un peu défaite, un peu en morceaux, un peu disjointe. Donc c'est une œuvre inachevée à l'image de son auteur. Alors, Jean-François Revel, est-ce que, pour vous, Sartre est-il le plus radical penseur de la liberté, comme, bon an, mal an, quand même, Bernard-Henri Lévy mais il a été cela dans L'être et le néant. J'ai lu L'être et le néant à sa sortie, puisque j'étais à ce moment-là à l'école normale. Vous l'avez lu donc en 1943, oui. Ouais. J'étais élève à l'école normale. Je dois dire d'abord que j'ai lu avec passion le livre de Bernard-Henri Lévy. Maintenant que la philosophie est morte, on peut enfin commencer à penser, n'est-ce pas? Vous me disiez que vous regrettiez qu'il n'ait pas publié son livre plus tôt, parce que ça aurait fait un chapitre supplémentaire dans votre livre, comme symptôme de... Je disais ça sur un point très précis. Oui. Ce qui m'a frappé dans certaines réactions... Certaines réactions au livre de Bernard-Henri Lévy? Au livre de Bernard, oui, en particulier l'article de Contat dans Le Monde, c'est qu'ils ont sélectionné l'aspect politique en disant, au fond, puisqu'on réhabilite Sartre, alors nous ne sommes pas tellement trompés en étant compagnons de route. Donc c'est pas du tout le sens du livre. C'est pas du tout le sens du livre, mais si les articles qu'on écrit sur les livres reflétaient toujours leur sens, nous serions tous sauvés depuis longtemps. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment et pourquoi. Parce qu'à travers Sartre, évidemment, Sartre, pour moi, c'est l'homme-siècle. C'est-à-dire, c'est une espèce de géométrale, de points géométriques où sont venues se condenser toutes les contradictions du XXe siècle. Les tumultes, les tragédies, les bons et les mauvais côtés du siècle, tout ça se résume et se pétrifie sur ce drôle de visage et ce petit corps de ce petit bonhomme immense qu'était Sartre. Donc moi j'essaie de comprendre dans le livre, c'est ça le sujet, comment on peut être à la fois ce stendhalien antifasciste et antitotalitaire qu'il était donc dans L'être et le néant, et aussi dans La nausée, et comment on peut être aussi l'auteur du voyage, du retour de Cuba et l'auteur de la critique de la raison dialectique. Comment est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Ça, c'est une énigme. Vous faites allusion, oui, la phrase il aurait dit à Simone de Beauvoir, il voulait être à la fois Stendhal et Spinoza. Et vous dites, il n'aurait été quand même ni l'un ni l'autre. Non, je ne dis pas ça. Je pense au contraire. Ah non, je ne dis pas ça. Je pense qu'il a été un philosophe majeur et qu'il a été un très grand écrivain. La nausée est pour moi un roman très sous-estimé, qui à la fois du point de vue des techniques de narration, de l'intérêt proprement romanesque, est un roman extraordinaire. Les chemins de la liberté, dont il est convenu de dire que c'est une œuvre ratée, plombée par la philosophie. Parce que personne ne l'a lu ou relu. Parce que personne ne l'a lu, ou parce qu'on a l'habitude en France de parler souvent des livres qu'on n'a pas lus. C'est en réalité un très grand roman qui est justement allégé. Ce que je crois, c'est que c'est justement la philosophie
qui, dans les romans de Sartre, allègent la narration Oui, et fait qu'ils sont passionnants, et non pas le contraire. Qu'est-ce que Sartre, au juste, a en tête quand il devient marxiste? Et là, vous avez quand même une thèse qui est originale, on peut peut-être la développer. Moi, je me pose la même question. Le stalag. Voilà. Bon, Attendez, moi, depuis 22 ans, depuis La Barbarie et Visage humain, je me pose la même question. Comment les pensées de liberté peuvent dégénérer en servitude? À quel moment ça se gâte? À quel moment ça bascule? À quel moment ça se gâte? Ouais. C'est la question, comme Revel, d'une autre manière, qui m'obsède depuis 22 ans. Je ne parle là, que de ça. Là, j'ai un cas précis, j'ai un cas en laboratoire précis, qui est le cas Sartre. Immense philosophe, homme d'une générosité extraordinaire, d'une prodigalité extrême, tout sur les femmes, par rapport à l'argent, par rapport aux œuvres des autres, un type qui est capable d'entrer dans la tête de Baudelaire, dans l'œuvre de Flaubert, d'écrire des préfaces pour qui veut, et puis quand il est en face d'un dissident... Dans la tête de Baudelaire, peut-être pas, hein. Sur Baudelaire, c'est là peut-être qu'il a... C'est pas son meilleur livre, mais c'est quand même, sur Genet aussi, etc. Oui. Et puis, cette générosité se tarit, cette capacité d'imagination se tait quand il est en face d'un dissident soviétique, quand il est en face de Solzhenitsyn. Et là, en effet, il le traite mal, ou il le traite comme un chien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pourquoi? Alors, c'est toute la deuxième partie du livre. J'ai plusieurs explications, plusieurs thèses. Il y en a une. Je crois que le point de bascule dans la vie de Sartre, c'est en effet le stalag, c'est-à-dire le moment. Sartre dit une chose très étrange qui a été peu commentée, je crois, sauf par Denis Ollier, c'est « j'ai été heureux au camp de prisonniers ». Ça a été le moment le plus heureux de ma vie. L'odeur des chaussettes et les pommes Odeur de des terre. chaussettes, l'époux sur le visage, l'odeur de merde, les corvées de patates. J'ai été heureux. Pourquoi est-ce que j'ai été heureux? Parce que pour la première fois depuis l'école normale, dit-il, j'ai découvert le vertige, le miracle, le bonheur de la communauté. J'étais un homme seul, j'étais un individualiste, j'étais quelqu'un qui pensait que toutes les communautés sont oppressives, un dandy, et d'un seul coup j'ai découvert le bonheur d'être ensemble, la gloire de la communauté, et en gros, le socialisme, c'est à peu près ce qu'il dit. Donc pour moi, il se passe quelque chose là de tout à fait essentiel. Il devient son propre autodidacte, pour reprendre le nom du personnage de la nausée. Et l'individualiste caricature, enfin négatif, qu'il dénigrait. Il se moquait de l'autodidacte qui éprouvait une espèce de fraternité. L'autodidacte disait « J'aime tellement la foule qu'il m'arrive de suivre l'enterrement d'un inconnu », disait-il d'Alain Nausée. « J'aime tellement me mêler à la foule qu'il m'arrive de suivre l'enterrement. » Il devient l'autodidacte. Et il entre au camp Roquentin, dandy stendhalien, amoureux de l'Italie, fou de Venise et de Naples, et il sort de là, en effet, amoureux de la communauté, pensant qu'il faut régénérer l'homme et allant chercher la source de la régénération à Moscou. Donc ça, c'est une des explications, et pas la seule. Sur ce point, est-ce que ça vous êtes convaincu? Il parle de contradiction. En effet, il souligne, je veux dire, un des ressorts profonds du livre, c'est souligner les contradictions. Mais dans ce cas-là, la contradiction, elle va quand même un peu loin. Parce que voilà, un philosophe de l'authenticité, du choix fondamental, de la responsabilité, de la liberté de chaque individu, de chaque conscience, de chaque totale, et qui, en 52, adhère non pas au marxisme en général, mais disons au compagnonnage de route le plus banal, le plus trivial, et au moment même, puisque c'était à la conférence de Vienne, n'est-ce pas, décembre 52. Et au moment même où on fusillait Slansky et tout le monde en Tchécoslovaquie, et ce qui me stupéfie, c'est l'absence de subtilité de son approbation du communisme. Jean-François Revel, je raconte en effet la scène dans le livre, et rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit « Ce qui m'a bouleversé à Vienne, quelques jours en effet après qu'on ait dispersé les cendres de Slansky dans des champs de betteraves près de Prague, c'est le sentiment d'avoir trouvé une famille. Quand il a vu toute la salle des toute la salle des délégués qui se levaient et qui l'applaudissaient, l'homme seul, le petit Poulou, le dandy individualiste et nietzschéen d'avant-guerre a eu le sentiment d'être porté par une espèce de communauté en mouvement et régénératrice. Donc ça, je cite cet exemple. Prague et Vienne plutôt et Slansky, comme une illustration de cette espèce de folie communautaire qui s'est emparée de Sartre. Jamais tout à fait, parce qu'il faut bien dire aussi que l'homme libre en lui n'a jamais été complètement éteint non plus, il n'est jamais mort. Il a continué de rester dans les pires moments, et c'est ça qu'il faut dire quand même. Dans les pires moments d'égarement de Sartre, il y avait comme une petite loupiote qui continuait de clignoter cette espèce de liberté fondamentale. Si, on la voyait aussi. Quand il écrit le Flaubert, il est chez les Mao le jour et il écrit le Flaubert la nuit, par exemple. Enfin, Bernard Lévy, vous parlez dans ce livre d'un aveu d'échec chez Sartre face à la philosophie d'Hegel. On ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais vous expliquez ça, à mon avis, de façon très convaincante. Et aussi d'une abdication devant la littérature, dans les mots. Alors, vous citiez tout à l'heure la phrase qu'il prononce à Strasbourg en 53 devant le Castor. La littérature, c'est de la merde. Variante, une chimère, une rêverie d'enfant, un mirage.
Vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe dans les mots? Parce que c'est crois ce que livre qui a été encensé, vous dites qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue là? Voilà, je crois qu'il a été encensé sur un malentendu. Lequel? Tout le monde a cru que les mots étaient une espèce de livre hyper littéraire, le chef-d'œuvre de Sartre parvenu à sa maturité et donnant enfin son récit d'enfance classique, alors qu'en fait, c'était un livre piégé, un peu carnavalesque, un peu farcesque, qui était destiné justement à dénoncer l'idéologie littéraire. Les mots, c'est un livre. Est-ce que c'est contradictoire avec le fait de faire un beau livre? Voilà. En effet, Sartre a voulu finir la littérature en beauté. Il a voulu dire adieu à la littérature en beauté. Ce que je dis surtout, c'est qu'il y a toute une tradition au XXe siècle de l'adieu à la littérature. Ça a été une bizarre histoire, ça, depuis les surréalistes, depuis Aragon, Rimbaud, que vous connaissez bien. Rimbaud, bien sûr. Beaucoup d'écrivains au XXe siècle ont été obsédés à l'idée de trouver leur petit Harare à eux. Leur Harare à eux. Alors, est-ce que c'était Billancourt? Est-ce que c'était le camp de Bielomorstroi chez Aragon? Il y a eu cette tradition, ces grands écrivains qui ont pensé qu'il fallait, comme disait Rimbaud, s'opérer de la littérature. Et Sartre, là encore, cas microscope, laboratoire, Sartre est celui qui, avec les mots, a poussé le plus loin cette idée que la littérature était une maladie dont il fallait guérir. Quand il dit ça, quand il dit c'est une maladie dont il faut guérir, quand il dit la littérature c'est de la merde, vous, c'est ce que vous croyez, Bernard-Henri Lévy? Ah, je crois pas. Moi, je crois que c'est ce qui est le plus important. Bon, ça, c'est un livre, donc vous n'êtes pas si sartrien que ça, effectivement. Mais Sartre ne le croit pas, parce que Sartre dit qu'il faut guérir de la littérature et il n'y parvient pas. C'est ça qui est émouvant et beau, c'est qu'il le dit. Il essaie, comme il le dit, de se casser les os de la tête, c'est-à-dire de tuer le nerf littéraire. Donc il joue à qui perd gagne, en fait. Et puis, il joue à qui perd gagne. Oui, la main continue toute seule, la tête continue. Même quand il est aveugle, il recommence avec Béni Lévy de faire de la philosophie et d'une certaine manière de la littérature. C'est aussi la fin du livre. C'est un livre riche et foisonnant, hein, et littéraire, pas simplement philosophique. On n'a plus de temps, il faut que je vous présente, il y en a beaucoup, quelques livres. D'abord ce petit livre de Jean-François Revel, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Descartes inutile et incertain. C'est évidemment une citation de Pascal, bien que la première phrase mériterait une émission. Ce serait un puissant briseur de mythes, l'auteur qui parviendrait à défaire le lien établi entre l'adjectif cartésien et la notion de rationalité. On pourrait faire une émission entière sur cette phrase. Beaucoup de livres sur Sartre. Michel-Antoine Burnier, L'adieu à Sartre, suivi du Testament de Sartre, c'est chez Plomb. Très bon livre. Très bon. Dites-moi au fur et à mesure si vous les avez lus, si vous avez un avis. Denis Berthollet, Sartre, Plomb. Pas d'avis. Sartre et l'authenticité vers une éthique de la bienveillance réciproque, Yvan Salzman, Labor et Fides. Je ne l'ai pas lu. Vous n'avez pas lu. Olivier Vickers, 3 aventures extraordinaires de Jean-Paul Sartre. Très remarquable. C'est la très belle collection L'un et l'autre Gallimard. Il y a souvent de très bons textes. Alain Renaud, Sartre, le dernier philosophe. Bien sûr. Bon. Pierre Zarquin, Communisme et usage immédiat. Vous l'avez pas lu, ça, je pense. Chez Plomb. En poche, la biographie de Sartre par Annie Cohen-Solal, qui est déjà ancienne, 1905-1980, et que vous démodez un petit peu quand même, d'une certaine façon. Enfin, non, il y a beaucoup de choses, enfin, je veux dire que... Classique. Cohen-Solal, classique. Et classique, ce qui fait autorité, disait Valérie. Voilà. La cause de Sartre, Philippe Petit, au PUF. Et puis, alors, ça n'a rien à voir, mais une nouvelle revue, une nouvelle revue de théâtre. Alors, c'est trop rare, donc je voulais en saluer la naissance. Ça s'appelle Friction. Le rédacteur en chef s'appelle Jean-Pierre An, théâtre-écriture, et c'est trop rare, les revues de théâtre. Donc, on salue ce nouveau venu. La semaine prochaine, alors, toutes les références, Minitel, Internet, comme d'habitude. La semaine prochaine, le 19 mars... pendant le Salon du Livre à Paris, qui rend hommage cette année à la littérature portugaise, boum, c'est pas grave, je recevrai l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, entre autres. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Merci.